Parfois, ce n'est pas un film qu'on regarde, c'est un souvenir qu'on vit pour la première fois. Vous vous souvenez de quand on était petit et qu'on regardait un film ? Non mais, est-ce que vous vous souvenez vraiment ? Les heures qu'on passait si paisiblement installés sur notre canapé à découvrir un art. Bienvenue dans ma toute première vidéo, et aujourd'hui, on va parler. Come on, man! People keep telling me they know me. No one does. Avant même d'aller plus loin, reposons quelques bases. 125 ans que le cinéma existe. On en a fait du chemin. Pour marquer définitivement les esprits, on sait qu'il y a du boulot. Et après un dur labeur, du sang et de la sueur, la magie opère et nous offre parfois un film. Oh, pas trop longtemps, sinon c'est le strike. Le cinéma n'a cessé d'évoluer. On a cassé les codes, brisé les règles, réinventé les genres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut clairement distinguer plusieurs grands mouvements du cinéma. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Savoir quelle grande époque a réellement dominé l'histoire du 7e art. Celle qui a le plus marqué les esprits, la meilleure époque du cinéma. 見ていたはずの夢はいつも思い出せない。ただずっと何かを誰かを探している。 Et comment qu'on fait ? On va malheureusement passer à côté de grandes époques, de légendes du genre, comme Charlie Chaplin ou Buster Keaton, ou encore de mouvements déterminants comme la nouvelle vague française ou l'âge d'or des grands studios hollywoodiens. L'idée, c'est surtout de partager des émotions, des souvenirs du cinéma qui m'ont marqué, et d'ouvrir la discussion avec vous pour déterminer la réponse à la grande question. Bien, la parenthèse est fermée, rentrons dans le sujet. Comment répondre à la question « Quelle est la meilleure époque du cinéma ?» Si on demandait à Google, il nous répondrait probablement selon des chiffres. L'époque avec le meilleur taux de fréquentation des salles, celle qui a changé les règles du cinéma pour toujours, ou bien celle qui a donné naissance au plus grand nombre de films cultes. Vous savez, ces moments qu'on reconnaît tous à la première seconde. Bon, celui-là vous l'avez. On s'en remet un autre ? Wingardium Leviosa. Pause. Si on veut déterminer la meilleure époque du cinéma, il faut logiquement choisir celle qui regroupe les meilleurs films, non ? Mais qu'est-ce qui fait un bon film ? Qu'est-ce qui fait un bon film ? Un budget ? Non. Aujourd'hui, les films ont des coûts faramineux, mais peinent largement à trouver leur public. D'autres films, moins coûteux, plus osés, plus créatifs, ont trouvé les moyens de nous faire vibrer. Le cinéma a encore l'espoir. L'argent n'est pas la clé. Le casting ? Toujours pas. King Arthur, Legends of the Sword, sorti en 2017 de Guy Ritchie. Il avait un casting impressionnant, un budget colossal, 175 millions de dollars, et le film a été un énorme flop, ne rapportant qu'environ la moitié de son coût et devenant l'un des plus gros échecs de l'année. Un retournement de situation ? Ouais, mais pas que. Pensez au Sixième Sens, Shutter Island, The Prestige, The Thing. Tous ces films sont principalement connus pour leur fin, ça je suis d'accord, et c'est ce qui fait leur force. Mais un choc final ne remplace jamais une histoire solide, ça ne suffit pas. Un grand scénario ? Alors oui, mais j'ai des exceptions. Prenons l'exemple sur le dernier volet de la saga Twilight. L'histoire n'est pas folle, mais cette scène, elle est tout simplement hallucinante. Certains films considérés comme mauvais peuvent donc être sauvés par une scène magistrale. Comprendre ce qui fait un bon film, c'est une chose. Déterminer quelle époque on a produit le plus, c'en est une. Je pense que pour répondre à notre grande question, on va devoir séquencer ça chronologiquement. Et on va faire ça en 4 époques différentes. Préparez-vous, c'est l'heure de retourner dans le passé. Citizen Kane, oui, le film qui a peut-être changé le cinéma à tout jamais. Nouvelle profondeur de champ, angle de caméra osé, il montre qu'on peut raconter une histoire avec la caméra et pas seulement avec les dialogues. Si vous avez déjà entendu parler du show Don't Tell, je pense que c'est ce film qui l'illustre le mieux. Rashomon, qui a inventé le récit subjectif, une même histoire racontée par plusieurs points de vue, avec de l'ambiguïté morale. Un film qui nous apprend que la vérité dépend un peu de l'œil de celui qui regarde. Aujourd'hui, cette méthode est très utilisée dans le cinéma moderne et je pense qu'on est loin d'avoir épuisé ce genre de procédé. On peut continuer avec 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est le film qui a dit la science-fiction, c'est pas juste des lasers et des monstres, c'est aussi de l'art contemplatif.
Si vous avez aimé Dune ou Premier Contact, eh bien, c'est un peu grâce à lui. Et pour finir, on pourrait faire la Dolce Vita, qui lui explore la société italienne avec style et liberté. Narration libre, critique sociale, ton décalé, il a chamboulé les codes de son époque et montré qu'on pouvait être sérieux sans se prendre au sérieux. Bref, tous ces films audacieux nous montrent que la meilleure époque du cinéma est aussi comment évolue le genre. Ce sont des œuvres qui avaient un message à faire passer, non pas pour leur public, mais pour changer la forme à tout jamais. Bon, le baratin cinématographique est sorti, les cours d'école de cinéma à 8 000 € l'année sont appris. Est-ce que ça en fait la meilleure époque du cinéma ? À mon sens, non. Mais c'est cette époque qui a osé créer les codes et aujourd'hui, à mon sens, on a toutes les armes nécessaires pour bien utiliser cet héritage. Mais faisons un saut dans le temps. Un temps où une saga pas comme les autres est apparue sur nos écrans. Non, je plaisante, on va même pas l'aborder, mais j'avoue que j'adore utiliser ce petit effet de montage qui vous donne toute la dopamine nécessaire pour rester attentif à mes propos. En vrai, Star Wars, c'est l'une des seules sagas qui traverse toutes les époques dont on va parler. Alors oui, on pourrait dire que la réponse est déjà sous notre nez. Est-ce que le meilleur film Star Wars appartient forcément à la meilleure époque du cinéma ? Bon, je vous vois déjà lever un sourcil, je sais que ça peut diviser. Alors restons sur notre sujet et faisons encore un saut dans le temps, vers l'ère des blockbusters. Detonator charged. If you must blink, do it now. Nous sommes donc en 2020. Et première question, est-ce qu'un virus peut paralyser un art ? Petit moment stat, let's go. En France, la fréquentation des salles est passée de 213 millions d'entrées en 2019 à 65 millions en 2020, soit une diminution de 70%. Et cela a eu un coût. Aujourd'hui, on se déplace de moins en moins dans des salles de cinéma qui sont de plus en plus vides. Alors est-ce qu'un virus peut paralyser un art ? Non. Est-ce qu'il peut le changer à tout jamais ? La réponse est oui. Vous savez à quoi je fais référence. Aujourd'hui, regarder un film, c'est passer par un système devenu indispensable, les plateformes. Mais on connaît tous les limites des plateformes, on connaît tous ce moment où rien ne nous tente. Trop de choix, trop de nouveautés, trop de miniatures qui ne nous inspirent pas. Et dans ce chaos, on finit par ne rien lancer. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, et c'est normal. Et soudain, ça m'a frappé. On n'a jamais eu autant de choix, et pourtant, on n'a jamais eu aussi peu d'envie. Prenons l'exemple concret d'un film type plateforme. Je suis allé voir F1 sorti il y a quelques mois. En sortant de la salle, je me suis posé une question simple. Mais en fait, c'est le film préféré de qui ? Tout brillait à l'écran. Les plans de course millimétrés, la musique de Hans Zimmer, Brad Pitt encore et toujours dans son rôle de beau gosse increvable. D'ailleurs, petite parenthèse, mais j'en ai assez de Brad Pitt, j'en peux plus. Le mec n'a jamais un mauvais choix. Montrez-moi un seul plan où il n'est pas parfait. J'attends. Regardez-moi ça. Beau gosse, beau gosse, beau gosse, beau gosse, encore beau gosse, toujours beau gosse. Moi je vois un Brad Pitt qui ose, qui soit moche, qui crève avec des pustules plein le visage. Bref, pour revenir à F1, pour moi c'était l'effet d'une pub de luxe étirée sur 2 heures. Le souci, c'est pas que le film soit mauvais, mais ça ne parle pas. Rien ne m'a serré la gorge, rien ne m'a donné envie de revoir une scène en boucle, et au moment du générique, j'avais qu'une seule envie, me lever et continuer ma vie comme si de rien n'était. Aujourd'hui, le cinéma des plateformes n'est pas mort, mais il est difficile à atteindre. Il faut chercher l'œuvre, connaître ses goûts, et puis je suis tombé sur une série qui m'a rappelé pourquoi j'aimais ça, Adolescence. En tant que monteur, je ne croyais même pas au fait que ça soit réellement une prise de vue en plan séquence. Je m'attendais au style par exemple de 1917. Mais après visionnage des behind the scenes, j'ai pu comprendre que ce genre de prouesse nécessite un parcours millimétré et aucune marge d'erreur. Et niveau scénario, j'ai adoré la relation père-fils, complètement déconstruite. La scène finale, elle m'a achevé. Tu comprends la vraie déception du père et elle n'est pas tournée vers son fils, mais vers lui-même. J'ai aussi adoré leur choix de ne pas tout montrer. Par exemple, la scène après l'interrogatoire, on ne la voit pas. On la devine à travers une caméra de surveillance. C'est sale, c'est pixelisé et ça choque. Même si les plateformes semblent être dans une boucle infernale à cause des financements, des objectifs de profit ou de la demande du grand public, on ressent encore la présence, même timide, et le poids positif des nouveautés. Mais pour autant, est-ce que la meilleure époque du cinéma est devant nous ? Les œuvres plates sans aucune dose de risque sont encore trop présentes pour désigner l'ère des plateformes comme grande gagnante. Bon, après toute cette partie un peu négative, et si on faisait un petit bond en arrière ? Tout petit. I like these calm little moments before a storm. Are you crazy? Dying was a part of life. Andy's growing up,
there's nothing you can do about it. We live in a cynical world. You should always face what you're afraid of. You don't really think you'll win, do you? We're not gonna have enough power left to get home. Et là, on arrive au point qui m'intéresse le plus. Oh, toi, jeune des années fin 90, début des années 2000, ce passage est pour toi. Je te propose un jeu. Je vais te faire écouter des passages ou des références que tu as déjà forcément entendues et on va voir si tu arrives à tous les retrouver. Ouais, c'est passé dans le dos, le centre, Doukas. Allez. Second poteau, Pavard. Ok, je sais, il n'y a pas que des extraits de films, mais c'est moi le monteur et je voulais vous faire kiffer un peu. Parce que ces moments, on a tous envie de les revivre, et ça fait du bien. Par exemple, vous vous souvenez de cette intro Disney qu'il y avait à chaque début de DVD. Nous avons un cap. Nous partons. Et est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Être avec vos parents, vos sœurs, vos frères, vos cousins, et savoir que t'allais vraiment apprécier ton moment. C'est là la magie d'un moment marquant au cinéma. Un dessin animé me rappelle les dimanches pluvieux, un film d'été, l'odeur du gazon fraîchement coupé, les plateaux télé, la sieste devant un programme, les escaliers où j'espionnais mes parents devant un film d'horreur, le rôti qui chauffe dans le four pendant le générique de Walker Texas Ranger le dimanche à 13h. Et là, j'ai compris un truc tout bête mais qui explique tout. Les souvenirs font un film. Mais du coup, est-ce que ma nostalgie est-elle le point central pour déterminer quelle est la meilleure époque du cinéma ? Non. Les années 80, 90 et 2000, c'est bien plus que ça. C'est l'époque qui, pour moi, répond parfaitement à la définition même du mot cinéma. Une époque qui devait utiliser tous les moyens nécessaires, parce que c'était encore trop tôt pour être inondé de fonds verts, mais pile dans la bonne période pour avoir des grosses productions, user de notre créativité et bâtir un film. Parce qu'à cette époque, le cinéma nous offrait son plus beau cadeau. L'assemblage parfait de tout ce que l'on peut proposer sur un plateau de tournage ou en post-production. Enfin franchement, dans ces années-là, il y avait un catalogue d'acteurs légendaires, la nécessité d'utiliser de vrais décors, la naissance des effets spéciaux, l'apogée des compositeurs musicaux, les costumes somptueux, la figuration abondante. Il y a plein de choses à dire. L'exemple ultime pour moi, c'est la trilogie du Seigneur des Anneaux. Parce que Peter Jackson avait la nécessité de créer un univers immersif. Ce qui était un réel challenge pour de la fantasy. Donc il devait utiliser des trompe-l'œil, des maquettes, le premier motion capture avec Gollum. Les trilogies ont été nommées 30 fois aux Oscars et en ont remporté 17, ce qui en fait la série de films la plus primée de l'histoire. Le Retour du Roi aux Oscars 2004, 11 nominations, 11 victoires. Quand une œuvre mobilise musique, costumes, effets, décors, eh bien ça ne passe jamais inaperçu. Est-ce que ces années représentent la meilleure époque du cinéma ? Pour beaucoup, oui, et je le conçois. J'ai moi-même voulu conclure la vidéo en lui attribuant la première place. Franchement, si on regarde bien cette époque, elle regorge de films légendaires, de réalisateurs hors du commun, des vrais films quoi. Et pourtant, est-ce que vous avez remarqué quelque chose ? Est-ce que vous avez vraiment regardé ? Il y a une absence. Une grosse absence. Et c'est étrange parce que c'est l'époque qui regroupe probablement le plus grand nombre de films que vous avez vraiment vus. Les années 2010. My world is fire and blood. Light it up! We now believe Nick is involved in the disappearance of our daughter. You are out of your goddamn mind! I am sorry, but this is the only way. The deals are peaceful. History is violent. Ouais, cette époque-là, faut bien l'admettre, elle est à part. Elle démarre après Avatar, Pirates des Caraïbes, Transformers. On pouvait croire à une décennie avalée par les VFX, inondée par le fond vert. On se disait, ça y est, Hollywood bascule. Et pourtant, non. 10 ans. 10 années de respiration. 10 années où la technologie avançait, mais pas trop vite. Où chaque sortie pouvait encore créer l'événement. Les foules se rassemblaient. Rappelez-vous que le cinéma mondial a battu des records historiques de fréquentation en 2015, 2016 et 2018. 3 fois en 10 ans.
Franchement, regardez-moi juste cette liste de films qui sont sortis pendant la décennie. Shutter Island, The Social Network, Django Unchained, Star Wars, Inception, Parasite, Avengers, Whiplash, Mad Max Fury Road, La La Land, Interstellar, Drive, The Revenant, High, Moonlight, Get Out. Les années 2010, une décennie trop récente pour être nostalgique et déjà trop forte pour être oubliée. Au final, la meilleure époque du cinéma, c'est celle qu'on a vécue à notre manière. Tout dépend de notre regard, de nos souvenirs. Imaginez quelqu'un qui a découvert Star Wars dans les années 70 sur grand écran. Il ne verra jamais les années 2010 de la même façon. Pour lui, la magie est dans ce premier émerveillement, cette salle obscure qui a transformé un film en un souvenir intime. C'est ça qui rend le cinéma si unique. Chaque époque, chaque film, chaque projection devient une petite mémoire personnelle, une émotion gravée en nous. Alors oui, pour moi, les années 2010 ont été les plus inventives et les plus audacieuses. Mais pour chacun, la meilleure époque reste celle qui l'a fait tomber amoureux du cinéma. Pourquoi Interstellar m'a retourné la tête ? Parce que j'ai enfin vu un film de science-fiction humain. Pas les trous noirs ou les équations, ça j'en ai rien à faire. Mais la distance, l'amour, le temps qui file, c'est ça qui m'a touché. Et quand un réalisateur ou une équipe dépasse tout ça, quand ils réussissent à combiner tous ces éléments avec harmonie, eh bien on obtient plus qu'un film. On obtient un souvenir qui reste gravé dans nos mémoires à jamais. Alors quelle est la meilleure époque du cinéma ? Évidemment, celle qui nous a le plus marqué. Peut-être que le cinéma a vraiment changé, mais ce qui compte, c'est ce qu'il laisse en nous. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. You once told me that when you came back we might be the same age. And today I'm the age you were when you left. Can I tell you something? Sure. Anything you like. It's kind of long. You don't have to do this. One day you're gonna wake up, and sooner or later, you're gonna realize you haven't thought about it. And that's the moment you realize you can't forget. And it went like. Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man?